Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien ce début de semaine. Aujourd'hui nous allons évoquer, je pense, une histoire qui va vous rappeler quelques souvenirs d'une autre histoire de malédiction bien plus célèbre, celle-ci. Mais aujourd'hui j'ai voulu vous raconter celle-là moins connue, en vous amenant en Pologne faire la découverte d'un certain tombeau royal qui aurait été maudit. Je vais donc avec vous évoquer dans cette vidéo la malédiction du roi Casimir IV Jagiellonian. Bien entendu, vous avez l'habitude, avant de commencer à vous en apprendre plus sur cette histoire, je vous invite bien évidemment à vous installer bien confortablement, à prendre quelques petites choses à grignoter, une petite boisson à boire, surtout avec la chaleur, pensez bien à vous hydrater, mes petits bibliothécaires, c'est très important. Et puis sinon, si vous m'écoutez à la manière d'un podcast, eh bien, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire d'habitude en écoutant mes vidéos. Et si vous êtes bien installé, prêt pour en savoir plus, eh bien, nous allons pouvoir commencer. Comme je vous le disais rapidement, vous avez sans doute compris lorsque je parlais de malédiction bien plus célèbre, j'évoquais celle de la malédiction de Toutankhamon, que je n'ai pas évoqué sur la chaîne par choix, puisque beaucoup d'émissions ou d'autres youtubeurs l'ont déjà évoqué. Moi, je préfère vous faire des vidéos sur des choses peut-être un peu moins connues pour que vous les découvriez et en sachiez un peu plus sur le paranormal. Et là, nous avons affaire à une histoire qui, on va dire, a un petit peu des choses qui ressemblent énormément à cette malédiction de Toutankhamon. Pour ceux qui, par hasard, auraient été enfermés dans une grotte et ne sauraient pas ce qu'est la malédiction de Toutankhamon, je vous rappelle que un certain Howard Carter, qui était accompagné bien sûr d'autres personnes, a découvert la tombe du fameux pharaon Toutankhamon. Et peu après la découverte et l'ouverture de sa tombe, pour faire en très court, les gens vont commencer peu à peu à tomber malades. Les gens, bien sûr, qui ont participé ou ont été dans la tombe, ont commencé à développer certaines maladies ou à mourir de certaines choses un peu bizarres. Même un canari qui appartenait à l'un des membres de la découverte de la tombe est décédé également. À l'époque, beaucoup ont pensé que c'était dû à une malédiction des pharaons et à une certaine phrase qui n'aurait été lue au-dessus de l'entrée de la tombe du pharaon qui prédisait que tous ceux qui, en gros, dérangeaient son sommeil feraient face à une malédiction. C'est un peu, pour faire simple, le résumé de l'histoire, puisque ce n'est pas, comme vous l'aurez compris, le thème de la vidéo. Eh bien là, dans l'histoire qui nous concerne, nous avons une histoire un petit peu similaire, sauf que celle-ci, elle est apparue au début des années 70 à Krakow, Pologne. Un groupe de chercheurs avait décidé de faire des recherches sur le corps du roi Kazimierz Jagiellonczyk, ancien roi de Pologne, qui était donc le roi Casimir IV. Pour ces recherches, ils vont demander à ce que le tombeau soit ouvert. C'est en 1973 qu'on donne l'autorisation à ces chercheurs d'exhumer le cercueil du roi Casimir. Les archéologues polonais vont alors être totalement ravis qu'on les autorise à faire ces recherches, puisqu'il est très rare qu'une telle autorisation soit accordée. Donc pour eux, c'est comme s'ils étaient un petit peu privilégiés. Et ils comptent bien faire les recherches qu'ils ont besoin et d'inspecter correctement la fameuse tombe du roi défunt. Si je veux vous faire court, on va dire que dès que les archéologues ont ouvert cette fameuse tombe en 1973, 4 des 12 chercheurs présents ce jour-là sont morts. Et au cours des années suivantes, d'autres vont succomber eux aussi, que ce soit à cause de cancer ou à d'autres maladies mortelles. Au final, il y aurait environ une quinzaine de personnes qui soit ont été là lors de l'ouverture du tombeau ou bien qui ont travaillé sur les restes du souverain qui sont mortes. Avant de vous en dire un petit peu plus sur ce sujet, je vais vous expliquer qui était un petit peu ce fameux roi Casimir IV. Casimir IV était le fils du roi de Pologne, Władysław II. Et désolé pour la prononciation des noms polonais. Il est né le 20 novembre 1427.
Son père, lors de sa naissance, était âgé de 75 ans. Et à ce moment-là, vous savez que lorsqu'il était question de roi, comme on peut le voir encore aujourd'hui en Angleterre, me direz-vous, il y avait un ordre de succession selon les fils nés. Et bien Casimir étant le second fils de Władysław, celui-ci passait donc seulement second dans l'ordre de succession au trône. De ce fait, ne pensant pas qu'il allait régner, ils n'ont pas pensé nécessaire de lui faire une éducation formelle pour une possible arrivée au trône. Donc, il n'a pas eu l'éducation pour devenir roi, il n'a pas fait de cours de latin et il n'a reçu aucune instruction qui concernait les responsabilités dues à la fonction qu'allait amener le fait de porter la couronne de roi. À l'âge de 13 ans, Casimir va être proclamé grand-duc de Lituanie. Pendant son règne de duc, on dit qu'il traitait tout le monde de la même manière. Il ne faisait aucune distinction selon votre race ou votre religion. Mais après seulement 3 ans de règne, son père, le roi Władysław II, va décéder subitement des suites d'un rhume incurable qui s'est emparé de lui. La Pologne va soudainement être confiée au grand frère de Casimir, qui prendra le nom de Władysław III. Malheureusement pour lui, cela ne sera pas pour longtemps, car en 1444, seulement un an après le fait qu'il était couronné roi, celui-ci sera tué lors d'une bataille à Varna. Finalement, celui qui n'a reçu aucune instruction et auquel on ne pensait pas du tout qu'il puisse devenir roi, qui était simplement duc de Lituanie, va se retrouver en 1949 couronné roi de Pologne. Les débuts de Casimir n'ont pas été très prometteurs en tant que roi. C'est seulement au cours des longues années qui vont précéder sa mort que le roi va commencer à être considéré comme l'un des souverains les plus prospères de Pologne. En 1466, par exemple, il va réussir à vaincre la grande puissance de la région qui était l'ordre teutonique. Et cela après avoir imposé une taxe et les avoir confrontés dans ce que l'on va appeler à l'époque la guerre de 13 ans. En outre, il va aussi récupérer des villes qui étaient à cette époque les plus importantes de Pologne et qui se trouvaient sur la côte de la mer Baltique, surtout en l'occurrence la ville de Poméranie. Le roi va être entouré d'un parlement et de conseillers, forts et dignes de confiance bien sûr. Ce jeune monarque va réussir tout doucement à rehausser la position économique de la Pologne. Casimir deviendra également l'un des rois polonais qui va être le plus progressiste et il va établir l'une des dynasties les plus prestigieuses et les plus puissantes de toute l'Europe grâce à ses efforts politiques déterminés et fructueux. C'est d'ailleurs sous son règne que la dynastie des fameux Jagellon, que je ne sais pas prononcer encore une fois, devient l'une des principales maisons royales d'Europe. Cependant, tout ne va pas durer éternellement dans le bonheur pour Casimir. Lors d'une journée chaude et ensoleillée de juin 1492, le roi Casimir IV va mourir à l'âge de 64 ans, de cause inconnue. Cependant, on va remarquer une particularité. Presque immédiatement après sa mort, on va voir que la dépouille du roi va se décomposer beaucoup plus rapidement que ce que met normalement un corps fraîchement décédé pour se décomposer. On va essayer de recouvrir le corps de sel de calcium, on va le draper de soieries coûteuses, puisque c'était un roi, donc il fallait qu'il soit enterré dans le faste, et on le placera ensuite dans un cercueil en bois scellé avec de la résine. On voulait ainsi préserver le corps du roi pour le voyage jusqu'à la cathédrale dans laquelle il reposerait à jamais. Le grand souverain polonais sera enterré le 11 juillet 1492. À sa mort, l'épouse de Casimir, Élisabeth d'Autriche, va charger un sculpteur allemand du nom de Weistos de sculpter un tombeau pour son défunt mari. Ensuite, Casimir sera inhumé dans la chapelle Sainte-Croix de la cathédrale de Wawel et en 1496, Stoss achèvera le tombeau. Élisabeth, la veuve de Casimir, elle, mourra en 1505. Et elle rejoindra son époux dans le même tombeau que lui. En ce qui concerne le tombeau du roi Casimir, sachez que c'est l'une des pièces qui est considérée comme une des plus spectaculaires de l'art gothique tardif. Son sarcophage est constitué principalement de marbre rouge qui provient d'Adnet, près de Salzbourg. Il est surmonté d'un dé composé d'arcs ornés en pierre calcaire, soutenus après par des piliers en marbre dont les chapiteaux vont être décorés de scènes bibliques.
Le sarcophage va être surmonté d'une effigie sculptée de Casimir lui-même, et cela sur toute la longueur de celui-ci. Le sculpteur, Stos, va sculpter une statue de Casimir en pleine agonie, et il va l'habiller d'un manteau clérical qui était utilisé uniquement lors des couronnements. Sur les côtés du sarcophage, on peut y retrouver les armoiries des royaumes et des territoires que possédait Casimir. Depuis qu'il avait été enterré donc en 1492 et après y avoir ajouté sa défunte épouse en 1505, on n'a plus touché au tombeau de Casimir IV. Ce cercueil ne sera déterré que lorsque le cardinal que je pense vous connaissez tous, Karol Wojtyła, qui était à cette époque archevêque de Cracovie, mais qui deviendra plus tard, et là je pense que vous allez comprendre en entendant le nom, le pape Jean-Paul II va exiger que le corps de Casimir IV soit exhumé. Il y avait une seule inquiétude qui subsistait au choix du futur Jean-Paul II. C'était la possibilité que l'on découvre que la fameuse tombe ait été pillée et abandonnée dans des conditions très peu nommables pendant la Première Guerre mondiale. Puisque à l'époque de la Première Guerre mondiale, malheureusement, les Russes étaient assez connus pour s'attaquer aux tombes royales et chercher les trésors qui y étaient cachés. Les médias polonais vont être mis au courant que leur défunt roi bien-aimé Casimir IV allait être déterré. Et l'histoire va donc attirer l'attention de toute la nation. Avant l'exhumation de la sépulture, des archéologues et des citoyens ont même plaisanté en disant que la tombe était maudite et que ceux qui continueraient à fouiller ainsi devraient plutôt procéder avec prudence, on ne sait jamais. Mais tout cela, je vous le rappelle, n'était que sur le ton de la plaisanterie à ce moment-là. Peu après, profitant de l'aubaine du fait que Karol Wojtyła veuille exhumer le corps de Casimir IV, une équipe de 12 scientifiques va demander l'autorisation, comme je vous le disais, pour pouvoir pénétrer dans le caveau royal et faire des recherches. Cela faisait plus de 500 ans que le tombeau n'avait pas été touché, et l'objectif de l'équipe, c'était d'examiner le contenu du tombeau pour évaluer la meilleure façon de le restaurer et de pouvoir encore le préserver dans le temps pour qu'il soit là encore pour les générations futures. Préserver l'histoire tout simplement de la Pologne. À l'intérieur du tombeau en lui-même, ils vont trouver des cercueils en bois qui, à ce moment-là, avec le temps, commençaient à se décomposer, et ils vont trouver les dépouilles des défunts Casimir et Élisabeth. Ils vont commencer à entreprendre les travaux de restauration, et une fois terminés, après avoir exhumé les corps, pouvoir restaurer, on va remettre feu Casimir et feu Élisabeth d'Autriche dans leur tombeau lors d'une cérémonie qui se déroulera dans la cathédrale de Wawel, je vous rappelle donc, le 18 septembre 1973. Vous me direz pour l'instant, ok, vous connaissez l'histoire du roi Casimir, vous connaissez ce qui a amené à l'exhumation du corps et pourquoi les étudiants ont voulu y jeter un œil, tout simplement pour pouvoir préserver quelque part le patrimoine historique de leur pays, ce qui est tout à fait honorable de leur part. Ce qui va commencer à faire parler de malédiction, c'est qu'il aurait été dit que de son vivant, le roi aurait ordonné de graver dans la tombe, bien, selon certaines versions, ça aurait été demandé par la suite. Donc la fameuse tombe où lui et son épouse Élisabeth trouveraient la paix et normalement ne devraient plus la quitter. Il avait demandé d'écrire un avertissement pour ceux qui oseraient briser la solitude des morts. On retrouve un petit peu le même concept lors de la malédiction de Toutankhamon avec cette soi-disant phrase qui était gravée avant d'entrer dans la sépulture de l'ancien pharaon. Et le parallélisme, si l'on peut dire, entre ces deux histoires va continuer puisque peu de temps après avoir ouvert le tombeau, avoir restauré celui-ci et donc fait la cérémonie pour reclore celui-ci dans les meilleures conditions, toutes les personnes qui étaient présentes dans la crypte vont se sentir soudain très mal à l'aise. Puis, ceux-ci vont commencer à avoir des maux de tête, des palpitations plus fréquentes. Certains vont même avoir des problèmes de coordination. L'un de ces participants va même s'évanouir totalement. Tous ces symptômes, lorsqu'ils vont être étudiés, vont amener la supposition que ces personnes ont été victimes d'un fort empoisonnement. Le lendemain matin, plusieurs personnes vont décéder subitement.
Puis, dans les mois qui vont suivre l'ouverture de ce fameux tombeau, une maladie mystérieuse va commencer à frapper les chercheurs qui y sont entrés, mais aussi ceux qui ont examiné le corps de l'ancien roi. Ils vont tous commencer à mourir les uns après les autres. La première victime, ce fut un architecte qui mourut d'une attaque cérébrale au printemps 1974. Peu après, le principal spécialiste des travaux de conservation va lui aussi mourir. La cause du décès est similaire, attaque cérébrale. D'autres décès prématurés vont suivre. Et en quelques mois, 10 des 12 membres principaux qui constituaient donc ces fameux membres de l'équipe qui avaient fait la demande officielle pour examiner et restaurer la tombe sont morts. Mais les décès vont ensuite se succéder ainsi et sur une longue période. Jusqu'à 15 personnes qui auraient pénétré dans le tombeau pour les travaux de restauration vont commencer à avoir des problèmes de santé, puis finiront par mourir. Par rapport à l'histoire qui s'est passée avec Toutankhamon, tout de suite, ces décès vont faire les gros titres et également cela va commencer à donner lieu à la fameuse rumeur de la malédiction du roi Casimir IV. On va bien sûr, vous vous en doutez, chercher la cause de ces maladies et de tous ces décès. Car nous ne sommes plus au temps de Howard Carter et la scientifique a fait un peu plus d'avancées dans les années 70, puis plus tard encore. On va d'ailleurs, comme je vous le disais, facilement comparer ces morts mystérieuses à celles qui se sont déroulées lors de la malédiction de Toutankhamon du début du XXe siècle. Mais malgré les rumeurs de cette fameuse possible malédiction du roi Casimir IV, les chercheurs vont souligner quand même que les décès pouvaient être causés par un champignon que l'on appelait Aspergillus flavus, qui était assez connu pour se développer dans les bâtiments endommagés à cause de l'humidité. Ce champignon sécrète de nombreuses substances chimiques toxiques que l'on connaît sous le nom d'aflatoxines. Elles peuvent entraîner une hépatite aiguë, une immunosuppression et même jusqu'à un cancer et une neutropénie. Il a donc été suggéré que la cause possible des membres de l'équipe de conservation du tombeau a tout simplement inhalé ces fameux spores toxiques du champignon au moment où ils sont entrés dans la tombe, ce qui a provoqué ensuite leur maladie et pour certains la mort. Ce sont souvent ces champignons que l'on peut retrouver justement sur ces anciennes tombes puisqu'ils sont connus pour vivre sur les cadavres et les matières en décomposition de façon générale. On les a notamment détectés sur des momies en Égypte ancienne. Le docteur Ezzedine Taha, qui est un médecin égyptien, va affirmer, lui, que les dossiers médicaux de beaucoup de travailleurs qui auraient été exposés à la fameuse malédiction de notre momie Toutankhamon étaient elles aussi compatibles avec une infection à Aspergillus, donc possiblement comme c'est le cas pour le tombeau du roi Casimir IV. Cependant, les chercheurs vont quand même avoir du mal à relier tous les décès les uns aux autres et faire que ce micro-organisme soit bien le seul responsable de tous ces décès. Pour s'expliquer, ils disent que si les travailleurs avaient reçu des doses mortelles de cette fameuse toxine, théoriquement, la mort aurait dû suivre rapidement et il n'y aurait pas eu des personnes qui seraient mortes le lendemain, d'autres quelques mois plus tard et d'autres même voire des années plus tard, comme ça a été le cas, que ce soit avec les victimes de la malédiction de Toutankhamon, comme dans notre cas qui nous intéresse aujourd'hui, les victimes de la malédiction du roi Casimir IV de Pologne. Ce qui fait qu'il n'y avait à ce moment-là des recherches, bien sûr, encore aucune preuve, à part la théorie du possible champignon. Seulement cette théorie étant la seule, elle va vite être propagée par de nombreux auteurs. Ce n'est qu'en 1989 qu'un journaliste de Cracovie va publier un livre du nom Curse, Microbe and Scholar, donc qui parle des malédictions des microbes, où il va raconter l'histoire de cette fameuse ouverture du tombeau de Casimir et enquêter aussi sur le mystère qui entoure les décès liés à celui-ci. Ce livre va vite devenir un best-seller et Zbigniew Wietsch va être très vite reconnu.
les années ont passé et de la théorie, nous allons passer à l'explication qui sera l'explication finale de toute cette histoire, de cette supposée malédiction. Au départ, on va avoir plusieurs explications qui seront données et qui seront plus ou moins possibles. On va bien sûr continuer à penser que cela vient du virus ou du microbe qui, pendant des siècles, vu qu'on ne touchait à rien, il aurait été au repos et n'aurait fait aucun effet. Mais du fait d'avoir ouvert la tombe, cela aurait créé une sorte de poussière de microparticules qui aurait activé celui-ci et que les chercheurs auraient inhalé et plus d'une fois puisqu'ils sont venus plusieurs fois pour restaurer le tombeau. On a aussi eu une version qui disait que c'est l'effet de poison qui avait été placé dans le corps du feu roi lui-même qui aurait agi sur les chercheurs et qui les aurait tués au fur et à mesure. Puisqu'il a été supposé qu'à l'époque, au moment d'installer le corps, on aurait mis dans celui-ci une sorte de poison pour protéger le cadavre des Vandales. On va même évoquer une autre explication liée aux substances radioactives, ce qui là également aurait pu causer la mort des chercheurs, puisque les substances radioactives auraient pu s'infiltrer dans le système respiratoire et ainsi provoquer la maladie des radiations, du moins c'est le nom qu'on lui donne. Au tout départ, toutes ces versions ont existé, mais ce n'était que de la spéculation. Le point final et l'explication qui sera donnée finale de cette fameuse histoire et qui va expliquer pourquoi il y a eu tant de morts après l'ouverture de ce tombeau, c'est un microbiologiste qui va le mettre ce point final. Il s'appelle Boleslaw Smith et il va prélever des échantillons sur les restes du roi. Dans un premier temps, l'analyse ne va rien révéler. Ce n'est qu'après un certain temps qu'il va remarquer que des colonies de bactéries vont commencer tout doucement à se développer sur le matériel qu'il avait laissé dans le thermostat. En plus de ces bactéries, il va également remarquer des moisissures. Auparavant, la science n'était pas non plus où elle en est actuellement et donc ces types de micro-organismes n'étaient pas vraiment connus. Donc pendant plus de 500 ans, ceux-ci sont restés comme dans une sorte d'état de repos, ce qui s'appelle scientifiquement d'animation suspendue. Mais lorsque on a ouvert le tombeau, on les a activés en quelque sorte et ils ont interagi avec l'air et donc comme supposé de base, étaient respirés un peu tous les jours pendant la rénovation par l'équipe de chercheurs, ce qui va, selon en fait l'état de santé de ceux-ci, provoquer leur mort au fur et à mesure. Car oui, cela aurait pu être la raison qui explique pourquoi certains sont morts 1 ou 2 jours après et d'autres quelques années plus tard en ayant développé un cancer ou d'autres maladies. À l'époque, on ne faisait pas attention vraiment à la santé des fameux chercheurs qui allaient, que ce soit à la recherche de tombeaux ou sur d'autres cas, étudier des momies. Et donc, vous pouviez très bien être malade et vous exposer en plus à ces champignons. Ceux qui étaient, nous allons dire, supposément le plus malades, nous allons dire les plus faibles, auraient succombé plus rapidement que ceux qui étaient quasiment en pleine santé, mais qui eux ont plutôt développé une maladie sur la longue durée et qui sont décédés malheureusement quelques années plus tard, quand même des effets du champignon dévastateur. On peut comprendre que même si nous étions dans les années 70, la population, au vu des grandes similitudes qu'il y avait entre cette histoire et la découverte du tombeau de Toutankhamon, ait fait un parallèle et tout de suite pensé que le tombeau de leur ancien roi pouvait être légalement et qu'il ne fallait pas le toucher. C'est quelque chose qu'on ne peut pas leur reprocher. Cependant, la science a montré, quelques années plus tard, bien sûr, que cela avait une explication, que la malédiction dont on voulait tant parler du roi Casimir IV, cette malédiction entre guillemets antique, puisque je vous rappelle que c'est au XVe siècle que ce roi est décédé, n'était pas une malédiction, mais un simple problème de champignons qui, au fur et à mesure, détruisait la santé de ceux qui l'inhalaient trop longuement. Le fait qu'ils aient plusieurs jours inhalé celui-ci n'a fait que développer et quelque part détruire leur santé au fur et à mesure.
C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, contrairement à l'époque, à cause de ces précédents, de ces fameuses malédictions de Toutankhamon, puis possible malédiction de feu roi de Pologne, Casimir IV, et d'autres cas qui sont arrivés dans l'histoire, eh bien, les archéologues vont décider d'évoluer là-dessus. Et ils en ont décidé que tous ceux qui seraient envoyés pour faire des recherches, que ce soit dans des ruines ou des tombes antiques, devraient passer un test avant de partir et ne pourront partir que ceux qui sont en bonne santé. Notamment, ils ne doivent pas avoir reçu récemment de traitement contre le cancer ou ne pas souffrir d'infections pulmonaires ou cardiovasculaires. Cela permettra d'éviter ce genre d'incident qui a pu arriver pour diverses raisons au fil des années à certains chercheurs. Car malheureusement, comme je vous le disais, à cette époque, il n'y avait pas ces règles, et que ce soit pour Toutankhamon comme pour le tombeau du roi Casimir IV de Pologne, les archéologues et chercheurs, au passage, vont en fait, sans le savoir, s'exposer à un champignon mortel. Et plus ils ont fouillé dans la tombe, et voulant connaître aussi et restaurer ce fameux passé, plus ils signaient au fur et à mesure leur acte de décès. Mais ça, encore une fois, malheureusement, ils n'en avaient pas conscience. Finalement, comme je vous le disais, après tout cela, les restes du roi Casimir IV seront réinhumés quand même dans la tombe d'origine, et bien que le mystère de cette malédiction soit apparemment résolu et que ce micro-organisme, ce champignon tueur qui soit responsable de tous ces morts, il y a encore, il ne faut pas se mentir, de nombreux guides touristiques qui aiment bien raconter l'histoire du roi qui, avant sa mort, aurait demandé à faire graver une phrase pour ne pas déranger le repos éternel de celui-ci et de sa femme. On va pas se mentir, qui êtes sur la chaîne, vous le savez plus que n'importe qui, généralement les histoires mystérieuses et le paranormal intéressent certains. Je pense que ce n'est pas pour rien justement que les guides touristiques, même s'ils savent que cela n'est pas la cause réelle, le fait d'évoquer que le roi ait pu, avec cette phrase gravée dans sa tombe, provoquer une malédiction, va intéresser plus de personnes que s'il ne le disait pas, tout simplement. Et même si on est quasiment sûr que c'est ce fameux champignon qui est responsable de tous ces décès, on ne peut pas encore empêcher les gens aujourd'hui de croire que celui-ci n'aurait pas pu causer autant de dégâts à l'équipe de chercheurs. Et il y a toujours une partie de personnes qui affirment qu'il y a une vérité cachée, qu'on n'a pas voulu dire vraiment que quelque chose de paranormal ou qu'une malédiction était bien cachée là-dessous, et que cette histoire de champignon n'est que juste un leurre, quelque chose que l'on utiliserait pour expliquer mais qui serait totalement faux, et que la vérité serait qu'il ne faut pas déranger les morts car ceux-ci pourraient se venger. Après, libre à chacun de penser ce qu'il veut penser. Ce sont vos pensées, vous en faites ce que vous voulez. Et personnellement, je trouve que c'est bien que maintenant, ils pensent à la santé de ces chercheurs, archéologues, scientifiques, et qu'ils contrôlent finalement la santé de ceux-ci avant de les envoyer vers des choses qu'ils ne connaissent pas et vers peut-être justement des bactéries, des virus, des choses comme ça qui pourraient quasiment les tuer instantanément. Donc malheureusement, il a fallu des cas comme cela pour qu'on en arrive à une bonne chose, et c'est désolant qu'il ait fallu autant de morts pour en avoir cette déduction. Mais au moins maintenant ce sont des gens en bonne santé et qui en théorie ne risquent plus grand chose, qui vont étudier ces fameuses ruines, ces anciens tombeaux, etc. qui peuvent être à risque. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo et que vous aurez découvert cette malédiction de l'ancien roi Casimir IV de Pologne. Si vous avez apprécié celle-ci, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Si vous êtes plutôt d'accord que l'on a quand même un parallèle assez énorme entre la malédiction de Toutankhamon et cette malédiction de Casimir IV. Sinon, vous pouvez tout simplement me dire merci d'avoir découvert une nouvelle histoire paranormale que vous ne connaissiez pas. Vous pouvez me proposer des sujets de vidéos. Bref, vous pouvez tout me dire dans les commentaires, toujours de façon respectueuse. Vous pouvez également me mettre un petit like si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir.
Et puis si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ce genre de vidéo, eh bien il vous suffit tout simplement pour me faire plaisir, surtout à vous abonner si vous venez régulièrement. Car il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos régulièrement et qui ne sont pas abonnés, alors que ça ne prend que quelques secondes et que cela est totalement gratuit. Et pour terminer, si vous êtes bien abonné, vérifiez que vous avez activé la petite cloche pour recevoir toutes les semaines la petite notification pour vous prévenir que la nouvelle vidéo vient de sortir sur la chaîne. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Nous allons pouvoir donc refermer le livre concernant les malédictions, nous balader dans les rangées de notre immense bibliothèque et le ranger à sa place officielle. Et puis je crois qu'il va être également temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!